on passe ça. Ça, ce qu'on voit présentement, c'est l'équipage original de Apollo 13. Je dis original parce qu'il y en a, ben, probablement qu'il y en a qui connaissent déjà un peu l'histoire d'Apollo 13 ou qui ont suivi là, les différents événements qu'il y avait pour souligner le 50e. Là, il y en a eu plein. Mais en gros, ça, c'est l'équipage original. C'était Jim Lovell, commandant, Ken Mattingly, le pilote du module de commande, puis Fred Hayes, le pilote du module lunaire. On va parler rapidement de ces messieurs-là. Jim Lovell, il est né le 25 mars 1928. Il vient de Cleveland, Ohio. Il avait 38 ans au moment de la mission. C'était un capitaine à la US Navy, puis il a été sélectionné à la NASA en 1962. Il avait un surnom qui s'appelait, il avait surnommé Shaky parce que des fois, il n'était pas toujours constant dans ses performances en tant que pilote et puis pilote d'essai. Il a déjà fait des petites gaffes. Fait que ses collègues lui avaient donné un petit surnom qu'il appelait Shaky. Shaky, c'était un peu comme quelqu'un qui n'est pas trop sûr de lui. Un peu. Fait que c'était le nom de M. Lovell. Il a participé avant son vol d'Apollo 13. Il a fait 3 autres vols spatials avant. Il a participé au vol de Gemini 6 combiné avec le vol de Gemini 7. Il faisait partie de l'équipage de Gemini 7. En 1965, ça a été le premier vol, le premier rendez-vous entre 2 vaisseaux spatials du côté américain. Ça, c'était au mois de décembre 1965. Ils ont fait une durée de vol aussi parce qu'une fois que la mission originale était faite, là, qu'il y a eu le rendez-vous, l'équipage de Wally Schirra puis de Tom Stafford de Gemini 6, eux autres sont redescendus, mais Lovell et puis Frank Borman sont restés en orbite pendant 14 jours. Fait qu'imaginez-vous, là, passer 14 jours avec un de vos chums assis dans un Volkswagen Beetle, là, ça vous donne une idée à peu près de c'était quoi cette fameuse mission-là. Il y en a des anecdotes assez spéciales à raconter, ces deux-là, quand tu les rencontres. Après ça, en novembre, presque un an après, en novembre 1966, il a fait la dernière mission du programme Gemini avec Buzz Aldrin. Lovell était le pilote de la capsule Gemini. Buzz Aldrin a fait une sortie dans l'espace. Par la suite, Lovell s'est ramassé pilote du module de commande durant la mission Apollo 8 du 21 au 27 décembre 1968. C'était la première mission qui était en orbite, le premier équipage qui est allé en orbite autour de la Lune. Ils ne sont pas allumés, c'était Apollo 11, là, comme vous savez probablement. Mais Apollo 8 a été le premier. Puis c'était une mission comment je dirais bien ça? Bien courageuse, puis assez téméraire parce que à l'origine, c'était pas supposé d'être une mission d'aller vers la Lune. Puis, tu vois, la mission a décollé au mois de décembre, puis ils ont su comme au mois d'août à peu près que les Russes préparaient une mission pour aller vers la Lune aussi, en orbite autour de la Lune. Puis là, vu que c'était une course, ben, ils ont changé cette mission-là. Ils ont demandé aux gens du centre de contrôle à Houston s'ils pensaient d'être prêts. Fait que, ils ont fait un gros meeting, puis ils ont dit, oui, on est capable. Fait qu'ils ont décidé de convertir cette mission-là, qui était supposée d'être juste tester le module lunaire en mission vers la Lune. Fait que ça, c'était pour Apollo 8. Fait que ça, c'était pour M. Lovell. Là, le pilote du module lunaire s'appelait Fred Hayes. Fred Hayes, il est né en 1933. Il vient du Mississippi. Il avait 38 ans au moment de la mission. C'est un pilote d'essai de la US Air Force. Il a été sélectionné pour la NASA en 1966. Par la suite, ça, c'était son premier vol. Par la suite, Fred Hayes, il était supposé être le commandant de la mission Apollo 19, mais à partir d'Apollo 13, la NASA, étant donné qu'il y avait une perte d'intérêt au niveau du public, parce que, dans le fond, Kennedy avait dit on va aller mettre un drapeau puis on va revenir. Il n'avait jamais dit qu'on va passer 5 ans à ramasser des roches et de la poussière. Fait que l'intérêt, une fois que la course a été gagnée contre les Russes, l'intérêt du public a diminué beaucoup. Puis là, veux pas, à un moment donné, si tu veux avoir du financement, il faut que tu aies l'intérêt du public. Puis là, il y avait des gens à Washington qui disaient ouais, on va peut-être avoir de la misère. Puis là, le but de la mission, du programme Apollo a été rempli, donc on a-tu vraiment besoin d'autant de missions que ça? Fait que là, ils ont commencé à canceller des missions à partir d'Apollo 13. Ça veut dire qu'ils ont cancellé Apollo 20, après ça Apollo 19, après ça Apollo 18. Le programme a pris fin avec Apollo 17 en décembre 1972. Mais Fred Hayes était supposé d'être le commandant de la mission Apollo 19. Par contre, par la suite, il a fait partie
du premier équipage qui a testé les qualités aérodynamiques de la navette spatiale entre le 15 février et le 26 octobre 1977. Il y a eu des tests qui ont été faits. Il fixait la navette spatiale sur le dessus d'un 747 modifié. Il montait ça jusqu'à 50 000 pieds. Là, il larguait la navette spatiale, puis là, la navette redescendait en planant pour aller atterrir sur la base d'Edwards en Californie. Fait que Fred Hayes a fait partie de deux de ces vols-là, dont le premier. Par la suite, le pilote du module de commande original était Ken Mattingly. Il est né en 1936, il vient de Chicago, il avait 34 ans au moment de la mission. C'était à son décès, il était sous-amiral de la US Navy. Il a été sélectionné en 1966. C'était son premier vol lui aussi. Par la suite, il va être pilote du module de commande d'Apollo 16 au mois d'avril 1972. Et puis, il va avoir fait partie de 2 vols de navette, de STS-4 avec la navette Columbia en juin 1982. Puis, STS-51C en janvier 1985, qui était une mission top secret pour le Pentagone. Fait que, là, on va parler un petit peu. Je vous avais dit là, que M. Mattingly, ce n'était pas le pilote original. On va y revenir tantôt. Là, on va parler un petit peu. Normalement, c'est sûr qu'une fois que tu as été sélectionné pour ta mission, ben, tu commences ton entraînement. Puis, il y a différents types d'entraînement que tu vas faire. Naturellement, tu as beaucoup d'entraînements simulateurs, tu as de l'étude en classe, des visites chez les contracteurs, des classes de géologie, puis de l'entraînement de diverses procédures. Fait que ce qu'on voit là, ça s'appelle le Lunar Lander Training Vehicle. Les astronautes appelaient ça un flying bedstead. C'est comme un support pour un lit en tubulure en aluminium, là, parce que ça ressemble à ça pas mal. C'était assez compliqué de piloter cet engin-là. Il y a une vidéo célèbre qui se promène sur le web de Neil Armstrong qui s'est éjecté de cet engin-là à peu près à 100 pieds au-dessus du sol. Dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est que tu veux simuler, un peu comme si tu voulais piloter un hélicoptère avec une gravité de 1/6 de la gravité de la Terre, étant donné que c'est 1/6 de la gravité sur la Lune. Fait que ce qu'on voit en dessous ici, là, il y a un moteur à réaction, il y a un moteur de jet qui va donner une poussée pour faire lever ça dans les airs, puis faire réagir le véhicule comme s'il pesait 6 fois moins lourd. Puis il y a différentes petites fusées alentour qui vont contrôler soit en roulis en tangage les différents axes de contrôle d'un véhicule. Fait que c'est assez spécial à piloter ça. C'est pas l'engin que les astronautes préféraient. Pas le genre de simulateur que les astronautes préféraient utiliser. Là. Puis il y avait différents types de simulateurs avec des projections dans les hublots, autant pour le module lunaire que le module de commande. Puis fait à noter pour les gens qui font de l'astronomie, le système visuel du simulateur, du module de commande et puis du module lunaire avait été développé par Al Nagler, qui fait des oculaires. On l'avait rencontré, Al Nagler, quand il y a eu le congrès à Tremblant. J'avais parlé avec M. Nagler, puis il m'avait signé un livre. C'est tout le côté optique des simulateurs fixes au sol, c'est Al Nagler qui avait développé ça. Naturellement, il y a différentes classes pour apprendre les différents systèmes du module de commande, du module lunaire, du lanceur, des procédures comme telles. Fait qu'il y avait beaucoup de classes. Il faisait des visites chez les contracteurs pour aller vérifier l'état de l'avancement de la fabrication des différents véhicules. Puis, une des choses aussi qui faisait que c'était une bonne chose qu'il aille voir les contracteurs, c'est que les différents techniciens et ingénieurs qui travaillaient là-dessus, quand ils te rencontraient, ben, ils venaient serrer la main du gars qui va le voler là, dans un an ou dans une couple de mois. Fait que ça établissait un lien un peu particulier entre les gens qui fabriquent le véhicule puis l'équipage qui va le piloter. Fait que des fois, quand tu as serré la main du gars que tu sais qu'il va embarquer là-dedans et qu'il va s'en aller à la Lune, ton niveau de motivation à faire ta job comme du monde va peut-être monter d'un cran. Puis, une chose aussi, c'est que, comme je vous disais, à l'origine, Kennedy n'était pas trop axé vers la science, mais il ne veut pas, les scientifiques sont là-dedans, puis on dit, bien, tant qu'à y aller, on va ramener des échantillons. Mais pour avoir les meilleurs échantillons possibles, les échantillons qui sont les plus intéressants,
il avait commencé à donner des classes de géologie aux astronautes, mais c'était des cours en classe. On s'entend qu'une gang de pilotes de chasse et de pilotes d'essai, là, tu ne garderas pas les attentions bien longtemps en les assoyant dans une classe. Donc, ils ont recruté 2 ou 3 géologues de terrain, dont un gars qui s'appelait Leon Silver, qui est devenu le gros gourou de la géologie pour les astronautes. Puis c'est un gars extrêmement passionné, puis il a su transmettre sa passion aux astronautes tellement qu'il y en a qui ont continué de faire de la géologie comme amateur après leur carrière parce que ça avait vraiment piqué leurs intérêts scientifiques. Ils ont super bien préparé, puis ça a fait que les astronautes, quand ils sont allés chercher l'échantillon, bien, ça permettait d'avoir des échantillons, les meilleurs échantillons possibles, puis les astronautes étaient capables d'utiliser les techniques que les géologues utilisaient sur le terrain pour les mettre en contexte, puis prendre des photos, puis avec des chartes de couleurs, en tout cas plein de choses là, que les géologues de terrain font pour ramasser le plus de data possible. Fait que ça a été une bonne chose. Puis, naturellement, bien, les différentes procédures, parce que vu que ça coûtait plusieurs milliers de dollars la seconde, être sur la Lune, ben, tu ne veux pas perdre ton temps. Fait que là, ce qu'on peut voir, on l'envoie ici, là, il y a comme une espèce de petit aide-mémoire sur sa manche, là, puis tout son emploi du temps là, de la sortie est tout enregistré là-dessus, à la minute près. Là. Tu peux faire des fois Quand il y avait les dernières sorties à partir d'Apollo 15 jusqu'à Apollo 17, il pouvait rester jusqu'à 3 jours. Donc, tu pouvais te permettre des fois d'improviser certaines affaires. S'il y avait des géologues qui passaient à avoir certains échantillons plus intéressants, ben, tu pouvais travailler un peu le plan de vol. Mais dans ces missions-là, jusqu'à Apollo 15, tu étais vraiment à minute, puis tu n'avais pas le temps de bien improviser. Puis, naturellement, ben, une fois que tu vas revenir, ben, il y a des procédures de récupération avec la US Navy. Fait qu'ils pratiquaient ça dans la baie de Galveston. C'est pas bien loin de Houston. Houston, c'est pas bien loin du Golfe du Mexique. Fait qu'ils pratiquaient ça avec le personnel qui était pour les récupérer, la US Navy, dans la baie de Galveston. Fait qu'ils faisaient des procédures comme ça. Après ça, là, il faut que tu prépares ton véhicule. Fait que l'intégration, c'est-à-dire l'assemblage de la fusée Saturn V, c'est fait du mois de juin au mois de décembre. Pardon, jusqu'au mois de décembre 1969. Dans le la grosse bâtisse qui appelait le Vertical Assembly Building. Si vous êtes déjà allé dans le coin du Kennedy Space Center en Floride, il n'est pas dur à voir parce qu'il y a à peu près une vingtaine de milles alentour. Tu commences déjà à voir le toit. Là. Ça a été longtemps la plus grosse bâtisse au niveau volume. Là. En volume, c'est la planète. C'est l'équivalent de 2 fois le stade olympique en volume. Puis la surface, c'est à peu près 6 terrains de football américains. C'est super gros. Le bâtisse avait été construit à l'origine pour pouvoir assembler 4 fusées Saturn V en même temps. Le plus qu'ils ont fait, c'était 2. Je pense que c'était en 1973 ou 72, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, c'est en 72 parce qu'ils ont assemblé le lanceur pour la mission Apollo 17 et en même temps qu'ils ont commencé à assembler le lanceur pour la station Skylab qui avait été mis en orbite un peu plus tard. Fait que ça a été la seule fois où il y a eu plus qu'une Saturn V qui a été. Mais tu aurais pu en monter jusqu'à 4 en même temps. Puis là, ce qu'on voit aussi, ça, le roll-out, c'est quand ils prennent le véhicule, parce que le véhicule est assemblé verticalement, puis il est transporté verticalement jusque sur le pas de lancement. Ça a été fait le 15 décembre 1969 à la faramineuse vitesse de 1 000 à l'heure, avec une consommation de carburant qui est assez effarante aussi. Puis, au mois de mars, de décembre à mars, là, on fait toutes les préparations, puis il y a toujours une couple de centaines de techniciens et d'ingénieurs dans les structures alentour de la fusée qui vont faire différentes vérifications, des installations, puis des revérifications. Jusqu'au mois de mars, le 18 mars 1970, il y a eu lieu ce qu'on appelle le Terminal Countdown Demonstration Test. C'est un peu comme les répétitions générales de toute la journée là, du compte à rebours jusqu'au décollage, sauf l'allumage des moteurs. Fait qu'on remplit tous les réservoirs. Le véhicule, au moment du décollage, il n'est plus alimenté par l'alimentation électrique puis d'autres types d'alimentation à partir du sol. Il est indépendant. Fait que c'est presque comme le décollage, sauf qu'on n'allume pas les moteurs. Fait que ça s'est fait le 18 mars 1970. C'est transporté par un véhicule qui ressemble à ça. Ça, c'est
Ce véhicule-là a été conçu puis construit par une compagnie américaine qui, normalement, fabrique l'équipement pour les mines à ciel ouvert. C'est des immenses pelles mécaniques. Fait qu'ils sont habitués de fabriquer de l'équipement qui transporte de quoi de bien, bien lourd. Fait que ça aussi, c'est quasiment l'équivalent c'est comme l'équivalent d'à peu près 2-3 terrains de basketball. Fait que c'est super gros. Si jamais vous allez visiter le Centre spatial Kennedy, si vous prenez le tour en autobus, généralement, l'autobus va passer à côté du véhicule Assembly Building. Puis, il y en a toujours un ou deux de stationnés à côté, là, puis c'est toujours bien impressionnant. Juste pour vous donner une idée, là, il y a 8 chenilles aux 4 coins. Il y a 2 groupes de chenilles, ça fait 8 chenilles au total. Puis une section de chenilles, c'est à peu près 900 kg. C'est 2000 livres par section. Puis quand vous allez au centre des visiteurs, où il y a le centre de la Saturne V, il y en a une d'exposée au Centre spatial Kennedy. Il y en a une des sections là, que tu vois, là, ça vous donne une idée de la dimension. Puis juste pour vous donner une idée, on voit le petit monsieur qui est ici, là, il y a un camion. Puis, c'est super gros, c'est vraiment énorme. On parlait rapidement de la fusée Saturne V, c'est une fusée de 3 étages. Le premier étage est propulsé par 5 moteurs qui consomment du kérosène. C'est du RP-1, c'est du Rocket Propellant 1. C'est un peu l'équivalent du kérosène qu'ils mettent dans les avions commerciaux avec un grade un petit peu meilleur, là, meilleure qualité, mais en gros, c'est du kérosène, c'est comme du fuel de jet. Puis, étant donné que un moteur de fusée, c'est un peu comme ça marche le même principe qu'un moteur de jet, un moteur à réaction, sauf que ton jet, lui, il y a une prise d'air en avant, puis il va aspirer l'oxygène qui a besoin de la combustion par la prise d'air. C'est sûr que quand tu es dans l'espace, il n'y a pas d'air, il faut que tu l'emmènes avec toi, ton oxygène. Donc, en haut, ici, attends une minute, je l'ai dessus. Okay. En haut, ici, tu as un réservoir d'oxygène liquide. Fait que le premier étage, kérosène, oxygène liquide. Le deuxième étage a 5 moteurs avec comme carburant de l'hydrogène liquide, puis le comburant de l'oxygène liquide. Puis le troisième étage a un moteur. C'est le même type de moteur que le deuxième étage, sauf que là, on a un avec le même type de carburant. Puis faites à noter aussi que si jamais vous allez visiter le Cosmodome, il y a un vrai moteur de fusée qui est en démonstration. C'est un moteur J2, comme ce moteur qu'on voit ici, là. Donc, ça, c'est le type de moteur qui propulsait la fusée. Encore une autre vue un peu pour donner les choses. Une autre affaire aussi, c'est qu'en haut ici, la section que vous voyez ici, ça sert à prendre le module de commande, juste la partie conique en haut, pas la partie circulaire en dessous ici, là, pas la partie cylindrique, mais juste le module de commande ici. Puis, en cas de risque d'explosion, que ce soit sur la patte de lancement ou au début du lancement, c'est d'arracher le module de commande puis de l'emmener au moins jusqu'à une altitude d'à peu près 6000 pieds pour permettre les 3 gros parachutes de se déployer puis que l'équipage pourrait amérer dans l'océan Atlantique au large du Kennedy Space Center. Puis, cette fusée-là, étant donné que c'est sûr que là, tu as 3 personnes là-dedans, c'est plus pesant que ce qu'il y avait dans le temps du programme Mercury, par exemple. Le programme Mercury était propulsé par une fusée Redstone, qui était, dans le fond, c'est un missile balistique modifié. C'était dans les premières fusées que Wernher von Braun avait développées pour la NASA. Mais cette fusée-là, la fusée de sauvetage, est plus puissante que la fusée qui a emmené Alan Shepard jusqu'à à peu près 115 km d'altitude. Fait que ça démontre que... Mais c'est sûr que le vaisseau Apollo, avec 3 passagers, puis toutes les fournitures, puis la navigation pour aller sur la Lune, c'est plus pesant qu'une capsule Mercury. C'est normal que ça soit plus pesant aussi. Que ça soit plus puissante, la fusée. Bon, fait que ça a été développé par M. Wernher von Braun, qui travaillait pour l'armée allemande durant la Deuxième Guerre mondiale. Sauf que vers la fin de la guerre, quand von Braun s'est rendu compte que les Allemands étaient pour perdre, il y avait 2 choix. Soit se rendre aux Russes ou aux Américains. Et étant donné que les Allemands n'avaient pas été bien fins, ils n'étaient pas très tendres avec les Russes durant la Deuxième Guerre mondiale, il a préféré se rendre aux Américains. Fait qu'il a fait ça le 2 mai 1945. Fait qu'il s'est rendu aux Américains avec peut-être, je pense que c'est 110 ou 115 de ses techniciens et ingénieurs. Puis ils ont rempli au-dessus de 100 des wagons de train avec des pièces, des plans, plein de choses parce que von Braun avait développé la fusée V2. Donc, les Américains voulaient s'approprier cette technologie-là pour développer le programme de missiles balistiques, là. Il avait déjà commencé, mais quand ils ont vu l'opportunité de mettre la main sur von Braun et sa gang, on a sauté là-dessus.
Fait que, rapidement, pour la fusée Saturne V, pour donner une idée un peu de la dimension et des specs de cet engin-là, c'est 363 pieds de hauteur, c'est à peu près 110 mètres, presque 111 mètres de hauteur, avec un diamètre de 10 mètres, 33 pieds de diamètre. La masse de l'engin complètement remplie de carburant, c'est à peu presque 7 millions de livres. C'est 6,7 millions de livres à peu près, avec une poussée de 7,5 millions de livres, qui peut aller jusqu'à 7,8 un peu plus haut dans l'atmosphère, une fois que l'atmosphère est moins dense. La poussée, c'est l'équivalent d'avoir une poussée qui est plus forte. Si jamais vous passez à côté de la tour de Radio-Canada, dites-vous que la fusée est à peu près de la même hauteur que ça. Dites-vous un cylindre là, de 33 pieds de diamètre à la base, puis qui est à peu près de la hauteur de la tour de Radio-Canada. La tour de Radio-Canada, c'est 105 mètres. Puis les 5 moteurs F1, au moment du décollage, le poussée maximum, c'est l'équivalent d'avoir 211 F-18 au décollage en même temps, accordé à côté de l'autre avec les afterburners dans le tapis. Là. Fait que c'est quand même presque 7 millions de livres. Il faut que tu fasses lever ça vertical. Fait que c'est sûr que ça prend poussée en conséquence. Juste le réservoir de kérosène du premier étage, c'est l'équivalent de 18 wagons citernes comme ça. Puis la masse totale de la fusée, une fois pleine de carburant et assis sur son pad de lancement, c'est l'équivalent de 165 autobus d'à peu près 18 tonnes ou ben non, 434 éléphants de 7 tonnes chaque. Fait que ça vous donne une idée comme ça. Puis c'est propulsé par 5 gros moteurs F1 à la base de la fusée ici. On en voit un ici. Encore là, si vous allez visiter au centre des visiteurs dans le Rocket Garden, où tu as plusieurs fusées en exposition, il y en a un vrai moteur F1. Puis, fait que ça vous donne une dimension. La petite madame ici, là, vous voyez que c'est quand même quelqu'un de peut-être, je ne sais pas moi, 5 pieds 6, 5 pieds 7. Là. Fait que c'est vraiment énorme. Puis, ça consomme 58 564 litres de kérosène par minute, par moteur. Fait que quand les 5 moteurs sont allumés en même temps, c'est comme vider 3 piscines hors terre. C'est-à-dire, c'est comme vider 3 piscines hors terre par minute par moteur. Fait que c'est comme vider 15 piscines hors terre par minute au total. C'est fou. Puis au lever du soleil, c'est tellement gros qu'au lever du soleil, l'onde de la Saturne V, là, vu que le soleil est en rase-motte, hein, c'est sûr, il vient se lever au-dessus de l'horizon, l'ombre qui était projetée par tout l'assemblage de la Saturne V avec la tour de lancement, là, ça mesurait 1,5 de long, ça ferait 805 mètres. Puis quelque chose qui est assez spécial aussi, c'est étant donné qu'il y a du carburant, il y a de l'oxygène puis de l'hydrogène liquide, il faut que tu refroidisses ça à des températures de en bas de moins 200, moins 250, peut-être moins 300, je ne me souviens plus par cœur, là. Mais c'est très, très, très bas comme température. Puis on sait bien que le métal se contracte. Quand tu le refroidis, le métal va contracter. Fait que la fusée était 10 pouces, 30 cm plus courte une fois qu'elle était complètement, au moment du décollage, une fois que les réservoirs cryogéniques étaient complètement remplis, la fusée était 10 pouces de plus court. C'est là qu'on voit que le métal, là, ça raccourcit quand tu le refroidis. Hein. Puis ça a été tout designé, ça a été tout conçu par des ingénieurs qui travaillaient des équipements qui ressemblent à ça, dans des grandes salles avec des tables à dessin. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas encore de calculatrices, des petites mini-calculatrices comme on a. Fait qu'ils travaillaient avec des instruments comme ça. Ça s'appelle une règle à calculer. J'en ai une, je ne sais pas comment elle fonctionne, mais j'en ai une comme ça. C'est ça qui servait pour faire les calculs. Dans le fond, c'est l'ancêtre de calculatrice. Les astronautes aussi, jusqu'au programme Mercury, même encore, ben pas Mercury, mais au programme Gemini, au début du programme Gemini, les astronautes, ça servait encore de tout ça pour faire les calculs, modifier les orbites. Puis, naturellement, ben, si tu fais des tables à dessin, mais tu vas utiliser des outils qui ressemblent à ça pour être capable de faire tes dessins. Fait que des rapporteurs d'angles, puis des équerres, puis des compas, puis des bonnes vieilles affaires qu'on s'est servi au secondaire pour nos cours de géographie et de trigonométrie. Là, fait que, ils servaient de ça, nos amis ingénieurs. Donc, chaque équipage du programme Apollo, étant donné que tu voulais avoir une communication claire avec chacun des deux véhicules, pouvait nommer le véhicule. Fait que pour que le centre de contrôle à Houston, quand il parlait à un des deux véhicules, ben, qu'il n'y ait pas de confusion. Donc, le module de commande a été nommé Odyssey par l'équipage. Puis quand tu regardes la définition du mot Odyssée dans le dictionnaire, ça décrit bien ce
cette mission-là, nous dit c'est un voyage semé de péripéties et de rebondissements. On va voir qu'il va en avoir pas mal des rebondissements tantôt. Fait qu'en gros, c'est ce que ça a l'air. Tu as la partie ici qui est le cockpit avec tout le système de navigation, le système de contrôle d'environnement, du storage, le système d'amarrage en avant ici. Puis en arrière, c'est ce qu'on appelle le module de service avec les réservoirs de carburant pour le gros moteur qui est en arrière ici, ton oxygène liquide qui va être proposé ici, tu as de l'hydrogène liquide qui est ici, qui va servir à alimenter les piles à combustible qui sont ici pour générer ton électricité. Fait que ça, en gros, c'est le module, ce qu'on appelle le CSM, le Command Service Module, le module de service et de commande. Le module lunaire avait été baptisé Aquarius. Là, on voit qu'il est en train d'être intégré au sommet du 3e étage. Puis, il y a 4 panneaux qui se trouvent un peu comme des pétales de fleurs qui sont fixés ensemble. Puis, c'est descendu par-dessus le module lunaire pour le protéger durant le décollage. Et puis, tout l'assemblage du module de commande et de service vient se fixer complètement en haut ici. C'est un peu comme un garage pour le module lunaire pour le décollage. En gros, le module lunaire, c'est ça que ça a de l'air. C'est sûr que là, quand tu commences à designer un véhicule qui va aller dans l'espace, toutes les rondeurs d'un véhicule, toutes les parties lisses d'un véhicule aérodynamique prennent de bord parce que tu n'as pas d'air, tu n'as pas besoin de tenir compte de l'aérodynamique. C'est la fonction qui détermine la forme. Juste pour donner une idée, ce qu'il y a ici, en dessous de ça, c'est un gros réservoir. Tu n'as pas besoin d'avoir quoi de. C'est bien moins compliqué de faire des panneaux d'aluminium comme ça que de designer quelque chose de rond. Puis le prérequis primaire pour ce véhicule-là, c'est le poids. Parce que si tu veux avoir de quoi qui est le plus léger possible. Quand on regarde les premières idées, il voulait envoyer ça à la Lune, une fusée de 80 pieds de hauteur, pleine de carburant. C'était bien trop pesant, c'était complètement irréaliste. De toute façon, ceux qui ont vu mes présentations sur Apollo 11, j'en parle de ça. C'est un ingénieur qui s'appelle John Hobart. C'est lui qui a fait changer d'idée Wernher von Braun puis sa gang pour dire non, là, vous êtes complètement dehors de la traque. C'est bien trop pesant votre affaire. Là, ce qu'il faut faire, ça prend 2 véhicules séparés, dont un véhicule hyper léger qui va aller sur la Lune. Puis, dans le fond, il y avait des parties de ce véhicule-là qui étaient tellement minces. Là, les parois sont tellement minces que tu pouvais échapper à ton tournevis, puis le tournevis aurait pu passer à travers une des parois. Puis la partie dorée qui est en bas ici, c'est dans le fond, tout l'étage du bas ici, c'est du tubing d'aluminium, c'est du tubuleur d'aluminium, puis c'est recouvert par ce matériel-là qui s'appelle du Kapton. Quand tu regardes ça, du Kapton, imaginez-vous à peu près 2-3 épaisseurs maximum d'un package de chips, un sac de chips. Là. Ça ressemble beaucoup à cette texture-là. Fait que c'est pas bien plus. C'est un petit peu plus résistant, mais pas tant que ça. Fait que c'est comme si tu avais, mettons, c'était recouvert juste de 2-3 épaisseurs de package de chips. Quand on dit que c'est le poids le problème, là, c'est. Puis ça, c'est l'intérieur un peu. Tu as le moteur pour la remontée, parce que tu avais 2 moteurs. Tu avais un moteur sur l'étage pour te poser sur la Lune, puis un pour redécoller. Fait que dans le fond, ton étage de descente servait de base à lancement pour ton étage de remontée une fois que tu as fini de ramasser tes échantillons. Fait que tu veux remonter rejoindre le véhicule qui t'attend en orbite. Là. Fait que c'est le moteur qu'on voit en bas ici. Là. Puis ce moteur-là, le moteur de descente et puis le moteur qui propulsait le module de service qu'on a vu tantôt, c'est le même type de moteur. Tu n'as pas besoin d'une source d'allumage. Tu as juste besoin de 2 valves. Puis c'est 2 liquides, 2 produits chimiques que quand ils rentrent en contact un avec l'autre, tu as une réaction violente qui va créer une déflagration. C'est ça qui va te propulser. Fait que si tu as juste 2 valves à ouvrir, tu dois avoir le principe de moteur, le design de moteur. Un système hyper fiable pour pouvoir ouvrir tes valves. Si ça fonctionne, les 2 liquides vont se rencontrer dans la chambre de combustion et tu vas avoir ta propulsion. Ça, c'est l'intérieur vu d'en avant. Fait que ce qu'on voit, il y a juste 2 petites fenêtres triangulaires ici. À l'origine, il y avait 2 grandes fenêtres avec des sièges, un peu comme un hélicoptère, mais on s'est rendu compte que c'était bien trop pesant. Fait qu'ils ont changé de design. Puis ils ont fait que les astronautes, il y avait juste 2 petites fenêtres triangulaires comme ça. Puis les 2 astronautes se tenaient debout. Celui du côté gauche était la cabine, pas la cabine, mais la station
de contrôle du commandant. Armstrong, là, quand il est allé sur la Lune, Armstrong était du côté gauche, puis Aldrin était du côté droit, le pilote du module lunaire. Il était fixé au plancher avec du velcro. Il y a du velcro dans le plancher, puis il y en a en dessous de le soulier. Puis un système de bungee qui était accroché chaque côté des astronautes au niveau des hanches. Il y avait des anneaux, puis il était attaché avec des bungees. Fait que, un des avantages d'être debout aussi, c'est que les pattes du LEM, les pattes du module lunaire étaient télescopiques, puis il y avait un système d'absorption de choc. Mais en étant debout, toi aussi, tes jambes te servent de shock absorber. Fait que si tu as un atterrissage un petit peu plus brutal, ben tes deux jambes plus le système d'amortissement du véhicule fait que tu es capable de quand même de supporter le choc de l'atterrissage. Ça, c'est en regardant vers l'arrière. Ce qu'on voit en haut ici, c'est le tunnel qui va relier le module lunaire avec le module de commande qui va permettre de passer d'un véhicule à l'autre durant le voyage vers la Lune. On va en reparler tantôt. Ça, c'est tout le système de contrôle de l'environnement, le capot du moteur. Ça, c'est la vue vers l'arrière. Quand on va parler tantôt, là, ils ont eu des problèmes. Il a fallu qu'ils changent les cartouches pour filtrer l'air. C'est après le système de ventilation qu'il y avait ici. Ils sont fixés. Là. On va en reparler un petit peu plus loin. Donc, là, j'arrive à la section que je vous parlais tantôt. C'est M. Mattingly. Une semaine avant le décollage, parce qu'il y avait toujours deux équipages. Il y avait l'équipage principal et l'équipage de réserve. Mais l'équipage de réserve, pour être prêt en cas de besoin, il fallait qu'il s'entraîne avec l'équipage principal régulièrement. Puis à peu près une semaine, durant un entraînement conjoint, Charlie Duke avait des enfants, puis un de ses enfants qui avait contracté la rubéole, la picote, dans le fond. Fait que là, quand ils ont su ça, ils ont fait des vérifications, puis ils se sont rendus compte que tout le monde de l'équipage, que ce soit de l'équipage principal ou de l'équipage de réserve, tout le monde avait déjà eu la picote, fait qu'il était immunisé, sauf Ken Mattingly. Puis là, les médecins de la NASA ne voulaient pas prendre de chance que Ken Mattingly tombe malade pendant le voyage vers la Lune. Fait qu'il a été remplacé à 4 jours du lancement par Jack Swigert, qu'on va parler tantôt. Fait que 4 jours avant le lancement. Donc, le remplaçant a passé 4 jours dans le simulateur, puis il a fait des briefings pour être prêt. Mais il était déjà prêt, puis c'était un expert. Son remplaçant là, à Ken Mattingly, c'était vraiment un expert des systèmes du module de commande. Fait qu'il ne pouvait pas, dans le fond, il ne pouvait pas avoir une meilleure personne que ça pour être capable de faire face à un avarie comme ils ont eu. Donc, c'est M. Jack Swigert. Swigert est né en 1931 à Denver, Colorado. À l'âge du lancement, au moment du lancement, il avait 39 ans. C'est un commandant de la US Navy qui a été sélectionné en 1966. Malheureusement, il est décédé le 27 décembre 1982 à l'âge de 51 ans. Puis quand vous allez visiter, là, si jamais vous allez à l'aéroport de Denver, il y a une statue qui a été érigée à la mémoire de Jack Swigert dans l'aéroport. C'est lui qui a été choisi pour remplacer Ken Mattingly, puis qui s'est entraîné à peu près 4 jours. Mais vu qu'il y avait eu beaucoup d'entraînement en prévision de justement la job qu'il a faite, là, il était quand même aussi près que Mattingly. Donc, c'est l'équipage qui a décollé en 1970. Jim Lovell, le commandant, Jack Swigert, le pilote du module de commande, en remplacement de Ken Mattingly, puis Fred Hayes, le pilote du module lunaire. Fait que, naturellement, quand c'est le temps de décoller, les journées se ressemblent toujours pas mal. Tu vas te faire réveiller par le chef du bureau des astronautes. Dans ces années-là, c'était Dick Slayton. Fait que Dick Slayton allait réveiller tout le monde. Ils ont pris le petit déjeuner traditionnel des astronautes, c'est-à-dire des œufs, des toasts, du jus d'orange, puis un bon steak. Après ça, une fois que tu as pris ton déjeuner, tu as eu ton dernier briefing, les journaux, tu te diriges vers la salle pour enfiler ta combinaison spatiale. Là, tu vérifies qu'il n'y a pas de fuite nulle part pour que tout fonctionne comme il faut. Après ça, tu vas te diriger, prendre la vanne qui va t'emmener, le petit camion, qui va t'emmener vers le pas de lancement. La distance entre le building où ils vont enfiler le combinaison et le pas de lancement, c'est à peu près 8000. Je ne me souviens plus, ce que je pense, c'est 14 km, 13,5, 14 km, quelque chose comme ça. C'est 8000. Fait que tu embarques dans le van, c'est sûr, naturellement, il y a toujours plein de photographes, là, fait que tu prends des photos d'usage, puis on va se diriger vers Puis une fois que tu arrives là, sur le pad de lancement, là, tu vas prendre un ascenseur qui va te monter jusqu'au niveau de la passerelle pour avoir accès au module de commande.
Et puis, j'avais déjà vu une entrevue avec Michael Collins, le pilote de module de commande d'Apollo 11, puis j'aimais bien comment il décrivait ça. Il dit, toi, tu es habitué d'arriver là, puis il y a à peu près 150, 200 personnes, peut-être plus, qui travaillent. C'est quand même une fourmilière. Il y a plein de monde. Là, tu débarques de la vanne, tu as tous les trois avec peut-être 3 ou 4 techniciens qui sont avec toi, puis il n'y a pas personne d'autre. Fait qu'il dit, moi, je me disais, il savent-tu quelque chose que je ne sais pas? Parce qu'il est habitué d'avoir pas mal plus d'activités qu'il n'avait de cette journée-là. Mais là, c'est sûr que ce n'est pas les mêmes choses. Fait que là, tu vas prendre l'ascenseur, tu vas monter jusqu'à la passerelle, et puis la personne qui va s'assurer que tout est correct, puis que tu vas être strappé comme il faut, puis qui va te donner une petite tape sur ton casque avant de fermer la porte, c'est le monsieur qu'on voit ici, c'est un monsieur qui s'appelle Gunther Wandt. C'était un des grands amis des astronautes. Puis il y avait eu comme surnom le Führer du pad parce que c'est un Allemand qui était venu travailler aux États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale. Puis c'était un peu comme une main de fer d'un gant de velours. Tu sais. Tant que tu faisais ce qu'il disait, tu étais bien correct avec Gunther. Mais si à un moment donné, il te donnait des consignes, puis que tu te pensais plus fin que lui, puis que tu ne suivais pas tes consignes, il ne te l'envoyait pas par la malle. Mais les astronautes, il était très, très respecté par les astronautes parce que justement, il était bien, il était rigoureux, puis il était bien strict dans ses procédures. Fait que là, on vérifiait toutes les choses, on va te strapper dedans, on ferme la porte. Bon, mais bon voyage. Après ça, là, le décollage a eu lieu le samedi, le 11 avril 1970. Est-ce que tout le monde, Jean-Marc, est-ce que vous m'entendez bien? Fais juste me signe, t'entends bien? Fais juste, lève-moi le pouce si t'entends bien. Parfait. OK, c'est beau, merci. Donc, le décollage a eu lieu le 11 avril 1970 à 13h13, heure de Houston, qui est assez spécial. Du Centre spatial de Kennedy du pad de lancement 39A. Puis, s'il y en a qui ont vu le film, dans le film, on voit que la femme de Jim Lovell, quand elle se prépare à se rendre, là, elle est à son hôtel encore, puis elle se prépare à se rendre au lancement, elle échappe sa bague de mariage dans le drain de la douche, puis elle ne le retrouve pas. Okay? Là, elle est bien malheureuse de tout ça. C'est vrai qu'elle a échappé sa bague de mariage, mais elle l'a retrouvée parce que la preuve, c'est que ça, c'est une photo du lancement. On voit bien qu'elle a sa bague de mariage. Fait que la femme de Lovell, elle l'avait retrouvée, sa bague. Mais elle l'avait échappée dans le train. Elle était bien malheureuse de ça. Là, ce qu'on va faire, on va regarder le lancement. Là, si vous avez du volume, crinquez le volume. Houston, go in 30 seconds. Roll complete, we're pitching. Roger that. Stand by for mode 1 Bravo. Mark 1 Bravo. Altitude 1.2 miles. Velocity 1,500 feet per second. Okay, I do come up. Houston, go in 1. We show the cabin relieving. And 1 minute 10 seconds. We show an altitude of 4.1 nautical miles. Downrange 1 mile.
Donc, c'était le lancement. C'était pas une super belle journée. Quand on regarde les vidéos, souvent, là, ils vont être capables de le filmer jusqu'à la séparation du premier étage. Il n'y a pas dans ce cas-là, parce qu'il y avait quand même des nuages cette journée-là. Fait que le lancement s'est bien passé jusqu'à environ 5 minutes 30 pendant le lancement. À ce moment-là, il venait, ça faisait un petit bout qui s'était séparé du premier étage. Il avait allumé les moteurs du deuxième étage. Puis il y a un des moteurs du deuxième étage qui a une malfonction, le moteur numéro 5, qui est le moteur du centre. Ça, on voit une vue de l'arrière du deuxième étage. Fait qu'il y a un des moteurs J2, le moteur du centre, qui a eu une malfonction, puis il a fait un shutdown. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont juste rallongé la période de poussée pour permettre à tout cet assemblage-là, puis c'est-à-dire de permettre au deuxième étage d'avoir une poussée un petit peu plus longtemps. Après ça, ils ont séparé le troisième étage. Le troisième étage aussi, ils ont rallongé le temps de poussée du troisième étage. Fait qu'ils ont quand même pu se rendre ce qu'ils appellent sur l'orbite de parking, c'est l'orbite de stationnement, le temps de faire toutes les vérifications puis de rallumer le moteur du troisième étage pour t'en aller vers la Lune par la suite. Fait qu'ils ont quand même réussi à faire ça. Donc, on monte la vitesse du véhicule jusqu'à à peu près, je pense que c'est 22 ou 24 000, c'est 17 500 000 à l'heure. Là. Je me souviens jamais. Moi, je ne suis pas bien bon avec les conversions en impérial puis en métrique, là, mais c'est quelque chose comme 22 ou 24 000 km/h. Fait que là, tu rentres en orbite, tu fais toutes tes vérifications, que tout le monde est prêt, toutes les stations de tracking, Houston, tout le monde est prêt. On rallume le moteur pour augmenter la vitesse jusqu'à presque 24 900 000 à l'heure. À cette vitesse-là, tu ne restes plus en orbite parce que, dans le fond, quand tu es en orbite, c'est un équilibre entre la vitesse que tu as et puis la gravité de la Terre qui veut te ramener. Tant que cet équilibre-là est maintenu, tu continues de tourner puis tu restes en orbite. Si tu augmentes ta vitesse, là, à un moment donné, l'énergie cinétique augmente puis la gravité est plus capable de te garder. Fait que tu pars sur une trajectoire. Il faut que tu allumes puis que tu éteignes tes moteurs à des endroits bien précis. Il faut que la durée de la poussée soit bien précise pour avoir la bonne vitesse. Fait que c'est bien touché, c'est bien précis. Les calculs qu'il faut que tu fasses pour déterminer quand est-ce que je vais allumer mon moteur, combien de temps ils vont brûler, puis quelle poussée je vais donner, combien de temps après qu'il va falloir que je les ferme pour être capable d'embarquer sur la bonne trajectoire. Parce que naturellement, tu ne vises pas la Lune quand tu vas partir sur ta trajectoire. C'est un peu comme aller à la chasse au canard. Hein. Si tu vises ton canard, c'est sûr que tu vas le manquer. Il faut que tu tires en avant. Donc, il faut que tu calcules ta trajectoire en fonction de où la Lune va être quand tu vas arriver. Fait que, une fois que tu as fait ça, environ 3 heures, un petit peu plus que 3 heures après le décollage, à une distance d'à peu près 40 000 km, un petit peu plus que 40 000 km, là, tu vas aller chercher le module lunaire dans son garage. Fait qu'on voit un peu la séquence en haut ici. Là. Fait que les 4 pétales que je vous disais, là, les 4 panneaux vont s'ouvrir un peu comme des pétales de fleurs, puis ils vont être éjectés dans certains dessins, j'ai déjà vu, ils restaient accrochés, mais en réalité, là, non, ils ne restent pas accrochés, ils sont complètement éjectés. Fait que tu te ramasses avec une configuration comme ça ici. Fait que le vaisseau de commande va s'éloigner d'une 50aine de pieds, il va faire un 180, puis il va revenir amarrer la partie pointue en avant ici, là, le système d'amarrage sur le top du module lunaire, puis il va l'extraire du troisième étage. Fait que c'est dans cette configuration-là que le vaisseau va faire son voyage vers la Lune, aller jusqu'en orbite lunaire. Normalement, il aurait dû se détacher. Le module lunaire se serait détaché, aurait été posé sur la Lune, puis après ça, il serait remonté. Mais là, tout le long du voyage, ça va être dans cette configuration-là, puis heureusement. Fait que pendant un petit peu après la manœuvre de retournement puis d'amarrage, il y a eu une transmission de télévision en direct. Et puis, il y a toujours un astronaute au centre spatial qui s'appelle le Capsule Communicator, le Capcom. C'est la seule personne qui est autorisée à communiquer verbalement avec les astronautes. Et dans ce cas-là, c'était Jack Lasma qui était le Capcom. Puis Jack Lasma, il a eu le malheur de dire, parce que là, il demandait comment ça allait, mais il dit, dans le module de commande, tout est super bien. C'est tout bien dans l'huile, c'est beau. Il disait ici aussi, il dit on s'ennuie à mourir. Je vous dis qu'une couple d'heures après ça, il a regretté d'avoir dit ça. Puis une des choses qu'ils ont faites aussi, c'est qu'une fois qu'ils sont séparés du troisième étage, ils en ont profité pour faire une expérience scientifique avec un séismomètre qui avait été laissé par la mission précédente, la mission Apollo 12, une couple de mois auparavant.
ils avaient laissé un séismomètre sur la surface lunaire. Fait que, ils ont réorienté le troisième étage, ils ont rallumé le moteur pour le faire se diriger, puis s'écraser sur la Lune à une distance d'à peu près 135 km du site d'alunissage d'Apollo 12. Puis ça s'est fait le 14 avril 1970, à peu près à 7 heures du soir. On voit les enregistrements là, qui ont été reçus par télémétrie là, aux États-Unis du séismomètre d'Apollo 12. Ils se servaient de ça un peu comme les géologues, quand ils font de la prospection là, pour les sites, pour forer, pour le pétrole, des choses comme ça. Quand tu veux savoir la composition et la densité du sol, tu fais des explosifs puis tu enregistres les vibrations dans le sol. C'est un peu la même chose qu'ils ont fait avec cette expérience-là. Puis là, OK. Moi, ça, je vais le sauter, par exemple. OK. Bon. Fait que ça, c'est comme je vous disais, c'est la configuration des deux véhicules ensemble pour le voyage. Puis naturellement, pour que ça prenne moins de place dans le dessus du troisième étage, bien, les pattes du module lunaire ils étaient repliées comme ça. Et faites à noter aussi que ces pattes-là ont été designées par des ingénieurs de la compagnie Grumman à Long Island, aux États-Unis, pas loin de New York, à Long Island, New York. Mais ils ont été fabriqués par une compagnie de Longueuil qui s'appelait Héroux, qui fabriquait des trains d'atterrissage. C'était un sous-contractant de Grumman. Puis c'est Héroux qui ont bidé sur la fabrication, puis c'est Héroux qui l'ont eu. Puis il y a un super beau, si vous regardez sur les archives de Radio-Canada sur YouTube, il y a une entrevue avec un monsieur Michon, je pense, qui s'appelait, qui avait travaillé sur le tooling puis la fabrication de des pattes du laine. Donc, à peu près 2 jours, 7 heures et 54 minutes après le décollage, le vaisseau est rendu à environ 322 000 km de la Terre. Il y a une des choses que le centre de contrôle à Houston demandait aux astronautes. Il fallait qu'ils fassent un brassage des réservoirs, du contenu des réservoirs d'oxygène liquide. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. L'oxygène liquide, ce n'est pas vraiment liquide, c'est plus comme une sludge. Fait que le type de sensor qui était utilisé pour vérifier la quantité de carburant, d'oxygène liquide qu'il y avait dans les réservoirs, c'est une sonde capacitive qu'on voit ici. Puis, le problème avec ça, c'est que si ton liquide, la densité n'est pas uniforme, ta lecture n'est pas précise. Fait que pour avoir une lecture le plus précise possible par la sonde capacitive, Houston demandait de faire un brassage. Puis là, ça ici, il y a comme 2 petites fans en haut puis en bas. Puis il y a un système de réchauffement, un heater, un système de réchauffement. Puis il y avait des thermostats pour ouvrir le circuit si jamais ça devient trop chaud, des choses comme ça. Puis, fait que là, Houston avait demandé un brassage de réservoir pour avoir une meilleure lecture plus précise de la quantité d'oxygène liquide qui restait dans chacun des réservoirs. Puis, en passant, ce réservoir-là, c'est comme un thermos, c'est stéroïde, parce que l'isolation et l'étanchéité du réservoir est telle que si tu le remplissais de glace, puis tu mets ça dans une pièce à 21 degrés Celsius, la température de la pièce, ça aurait pris à peu près 8 ans et demi pour que la glace fonde. Puis là, si tu le laisses encore là pendant 4 ans, là, ton liquide va se ramasser à la température de la pièce. Fait que c'est comme je vous dis, c'est comme un thermos et stéroïde, cette affaire-là. Fait que là, ils ont demandé aux astronautes de faire un brassage des réservoirs. Puis là, ce qui s'est passé, c'est que ça a fait un kaboom. Parce que, je vais vous en parler de la cause, on va la voir à la fin de la conférence, mais au lieu de voir juste le brassage, il y a eu un gros bang, puis là, on a entendu les astronautes parler avec Houston. Well, why don't we read it up to them, and that'll serve both purposes. All right. Both have mattered, as well as why don't you tell them what page you want in the checklist. Okay. What, tell me. Okay. Problem here. What's the matter with the data? Okay. We got more than a problem. Okay, listen, you guys. We've lost fuel cell 1 and 2 pressure. We lost O2 tank 2 pressure. So you want to look at it? And temperature. Okay. Stand by, they got a problem. Donc, ils ont perdu la pression dans le réservoir d'oxygène numéro 2.
ils ont perdu toute une grande partie du système d'alimentation électrique. Fait que là, le tableau de bord du module de commande s'est transformé en arbre de Noël, puis les consoles à Houston aussi. Fait que là, Cy Liebergut, qui était le technicien en charge de la surveillance de ces systèmes-là, il a commencé à avoir plein d'affichages sur ses écrans d'ordinateur qu'il avait vu seulement dans les simulations, puis même encore, je pense qu'il n'en avait jamais vu autant que ça en même temps. Et vous donner une idée un peu de la violence du bang, parce que quand j'écoute j'ai déjà écouté des entrevues avec les astronautes, puis tu sais, dans Apollo 13, dans le film, tu as l'impression que ça a fait un gros boom. C'était pas tant que ça. Ça a fait comme une espèce de. Comme si quelqu'un avait donné un coup de batte de baseball dans le côté du véhicule. Fait que ça a fait un bruit sourd, puis ils ne sont pas fait brasser puis cogner ses parois comme on voit dans le film. Non plus, pardon. Mais quand même, ça allait attirer les attentions. Puis, mais quand même, si on avait été à l'extérieur, la pression qui s'est bâtie en dedans des parois du module de commande, c'est d'à peu près 60 000 livres de pression à l'intérieur. C'est l'équivalent d'à peu près 7 livres de TNT, de 3,20 kg de TNT. Ça aurait été assez pour raser une maison, une petite maison unifamiliale d'à peu près 3000 pieds carrés. Fait que ça a fait quand même un assez gros kaboom. Fait que là, comme je vous dis, là, les warning lights, là, les afficheurs d'anomalies sont mis à allumer un peu partout dans la cabine de commande. Là, tu as le master alarm qui est ici. Ça, c'est l'indicateur d'attitude, comme il y a dans n'importe quel avion. Il y en avait un là-dedans aussi, dans le vaisseau de commande, pour indiquer ton horizon. Lui, il s'est mis à virer tous les bords de côté parce que là, le véhicule s'est mis comme à débouler, si on veut. Tu as plusieurs indicateurs d'anomalies électriques, les pressions des réservoirs cryogéniques. Fait que là, tu as plein d'affichages comme ça qui sont mis à lui donner, à lui faire comprendre qu'il était dans le trouble. Fait que ça, c'est le monsieur que je vous parlais tantôt, Cy Liebergut. Il avait 34 ans. Son titre, c'était ECOM, c'est Electrical and Environmental Control. Donc, puis, tout de suite après le bang, Fred Hayes, durant les entraînements, ou ben non, pas durant les entraînements, mais il avait tendance à faire une joke à ses collègues. Ça, c'est ce qu'on voit là, c'est ce que je vous disais tantôt, c'est le module lunaire, mais une vue vers l'arrière. Puis, ça, c'est le tunnel d'accès vers le module de commande qui va être arrimé sur le dessus. Puis, il y a une valve ici qui s'appelle le Cabin Relief and Dump Valve. Fait que c'est une valve qui servait à équilibrer la pression entre les deux véhicules pour que quand tu rouvres une des deux écoutilles, bien, que la pression, il n'y ait pas trop de différence de pression entre les deux. Là. Le seal entre les deux est quand même assez fragile. S'il y a une trop grosse différence de pression, tu risques de briser le seal entre les deux véhicules. Fait que tu vas ouvrir ça pour équilibrer ça. Puis Fred Hayes, quand il activait cette valve-là, ça faisait un boom. T'sais. Fait que là, Lovell et puis Swagger pensaient que Fred Hayes venait de lui faire la joke. Fait qu'ils sont virés de bord. Puis quand ils ont vu les yeux de Fred Hayes, grands comme des 50 cents, ils se sont bien rendus compte que non, c'était pas sa joke, là. C'était d'autres choses. C'est là que Jim Lovell a commencé à regarder par la fenêtre, puis là, il a commencé à dire à Houston, là, je ne sais pas, là, mais il y a quelque chose qui s'échappe, là. Il y a un gaz qui s'échappe en arrière, là, je le vois, là. Donc, là, tous les membres du personnel se sont mis à l'ouvrage pour essayer de trouver c'est quoi le problème, trouver des solutions. Puis, il y avait déjà certains astronautes qui étaient au centre de contrôle. Il y en a qui ont été rappelés. Il y en a qui ont vu ça à la télévision. Puis, deux autres même, ils ont embarqué dans leurs autos, qui sont retournés au centre de contrôle. Fait qu'ils ont passé 4 jours, là, quasiment 24 heures sur 24, à trouver des solutions pour ramener les collègues. Puis, une des choses qui est arrivée, c'est que la source d'électricité dans ce véhicule-là, c'est ce qu'on appelle une pile à combustible, un fuel cell. On en voit, il y en a 3, on en voit 2 ici, là. Puis, le principe de ça, c'est que si tu mélanges, tu mets une membrane entre l'oxygène liquide puis l'hydrogène liquide, bien, les deux, il y a comme une membrane qui sert de filtre, si on veut, pour les électrons. C'est ça qui va générer ton électricité. Je vais vous montrer un petit vidéo qui va vous l'expliquer pas mal mieux que je suis capable de le faire.
proton and the electron combine with the oxygen, generating water and heat. A fuel cell will operate continuously as long as fuel is supplied. By combining single cells, a fuel cell stack can be made to produce the required amount of power. Fait que c'est bien mieux qu'une batterie parce que tant que tu as de l'oxygène et de l'hydrogène pour y fournir, il va te faire de l'électricité. L'autre, sauf que là, mais ton hydrogène est en train de s'échapper dans l'espace. Puis, la couverture, comme je vous disais tantôt, la couverture, l'intérêt du public puis de la presse a commencé à diminuer pas mal après Apollo 11. Rendu à, juste pour donner un exemple, Apollo 11, au niveau du décollage, là, il y avait 693 journalistes qui étaient accrédités pour ça. Rendu à Apollo 12, on était déjà descendu à 363. Et pour Apollo 13, il y avait seulement 250 accréditations qui avaient été données. Mais je vous garantis que quand les nouvelles ont commencé à sortir du centre de contrôle et les astronautes étaient en danger, les gens du Relations publiques à NASA avaient les mains pleines pour fournir des accréditations pour les journalistes. Fait qu'en gros, ce qu'on voit ici, c'est la trajectoire. Et ça, c'est important parce que normalement, après le décollage, tu as deux types de trajectoires. Tu as ce qu'on appelle une trajectoire de retour libre, une free return trajectory. Avec une trajectoire comme ça, si jamais tu as un avarie avec ton moteur ou ton système de guidage, quelque chose, tu es déjà sur une trajectoire qui va faire en sorte que la gravité de la Lune va te ramasser, puis elle va te donner un effet de slingshot, puis elle va te ramener vers la Terre sans que tu fasses rien, ou à peu près rien. Sauf que ce n'est pas la trajectoire qui est optimale quand tu veux allumer, parce que là, tu vas te ramasser à une distance d'à peu près 160 km au-dessus de la surface de la Lune. Ce que tu veux, c'est que pour pouvoir économiser du carburant de ton module lunaire, tu vas être sur une orbite un peu plus basse que ça. Tu vas être à peu près à 70 000 au-dessus de la surface lunaire quand ton vaisseau lunaire va partir et aller allumer. Ça va prendre moins de carburant pour se rendre. Ça s'appelle la trajectoire hybride. Là, au moment de l'explosion, le véhicule était déjà sur une trajectoire hybride. Fait que là, ce qu'il a fallu faire, il a fallu faire des manœuvres pour la ramener sur la trajectoire de retour libre qui va faire en sorte que, parce que là, il y avait deux choix. Soit qu'on revient d'abord et qu'on rallume le gros moteur pour se retourner directement vers la Terre, mais là, vu qu'il y a eu un bang, ce n'est pas l'état de ton moteur en arrière. Il n'y a pas possibilité de sortir et d'aller voir ce qui se passe. Là, tu ne veux pas prendre ce risque-là. Fait qu'ils ont dit, bon, mais étant donné qu'on a déjà le 2/3 de la distance de fait pour se rendre vers la Lune, on va revenir sur une trajectoire de retour libre, sur une free return trajectory, puis on va revenir à la Terre. Ça va prendre un petit peu plus de temps, mais c'est plus safe comme manœuvre. Fait que c'est ça qu'ils ont fait. Ça, je vais passer par-dessus ça. Une des choses aussi qu'ils ont fait, c'est qu'une fois qu'ils sont arrivés à proximité de la Lune, tant qu'à être là, ben, parce que ça, il y avait déjà une certaine charge scientifique qu'il fallait qu'ils fassent. Là, tu sais très bien que là, on ne descendra pas. Fait qu'on va en profiter au moins pour prendre le plus de data possible de la surface lunaire à partir de la distance qu'on va être, à peu près 160 km au-dessus de la surface de la Lune. Donc, ils ont pris bien les photos. Puis, une des choses qu'ils voulaient vérifier, il y a une petite montagne qui se sont servies pendant la mission Apollo 11 comme waypoint pour savoir s'il était sur la bonne trajectoire, qui s'appelle le mont Marilyn. C'est Jim Lovell, en 1968, lors de la mission Apollo 8, qui avait nommé cette montagne-là en honneur de sa femme Marilyn. Puis ça avait servi là, pour que les astronautes d'Apollo 11 vérifient qu'il était sur la bonne trajectoire. Fait que là, ce qu'on voit, c'est le carré qui est pointillé. Ça, fait que le mont Marilyn est là. On voit le site d'atterrissage d'Apollo 11 qui est ici. Là. Donc, ça, c'est la photo du mont Marilyn. Bien entendu, la photo que vous voyez là, ce n'est pas une photo d'Apollo 13 parce qu'on voit un module de commande qui est détaché du module lunaire. Ils ne sont jamais détachés. Fait que je ne sais pas quelle mission c'est ça, mais c'était juste pour vous montrer la fameuse petite montagne. On la voit encore ici, là, avec une vue oblique. Fait que ça, c'est le fameux mont Marilyn dont Tom Hanks parle à sa femme là, dans le film, là, qui avait nommé une montagne en son honneur. Puis, fait que là, tu as Swagger puis Hayes qui prennent plein de photos. Sauf que là, il faut que tu rallumes quand même. Il faut que tu rallumes le moteur qui, normalement, t'aurait servi pour descendre sur la surface lunaire, le moteur de descente du module lunaire. Il faut que tu le rallumes pour donner un petit peu de vitesse pour t'aider à avoir la bonne trajectoire. Fait que tu as un allumage qu'il faut que tu fasses. Là, c'est bien le fun de prendre des photos, mais à un moment donné, Lovell, qui était commandant, lui, il voyait bien là, que c'est critique, cet allumage de moteur-là. Donc,
il a dit à ses deux amis, il dit là, c'est bien le fun, là, OK, c'est correct, on peut en prendre des photos, mais si on ne se prépare pas pour la mise à feu de notre moteur du module lunaire, là, vous ne les ferez peut-être jamais développer, vos photos. Fait qu'on va serrer Kodak, puis on va se préparer pour allumer le moteur. Fait que, donner une petite idée un peu de ce que les astronautes ont vu. Ça, c'est des images qui ont été prises par Lunar Reconnaissance Orbiter. Alors, si jamais vous avez la chance de visiter le site, ben, sur le site de la NASA, tu peux voir des images qui ont été prises par la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter. C'est de toute beauté. Ils ont pris des images de chacun des sites d'alunissage. Puis, c'est vraiment le fun. Fait que tu vas sur le site de la NASA ou tu fais une recherche sur Google, Lunar Reconnaissance Orbiter Imagery. Puis, vous allez voir plein d'images en haute résolution qui ont été prises par cette sonde-là. Fait que là, on a rallumé le moteur, on revient sur la trajectoire de retour libre, puis on se dirige vers la Terre. Une chose qui est sûre, par exemple, c'est que là, étant donné que tu n'as plus d'alimentation électrique, ton système de chauffage n'est pas prioritaire. Ce qui est prioritaire, c'est garder ton système de navigation en vie, parce que sans ça, tu es perdu. Tu vas être perdu, littéralement perdu dans l'espace. Tu ne sauras pas ce que tu es. Ça, c'était la priorité. Puis étant donné que là, tu marches beaucoup sur des batteries de backup, des choses comme ça, il y a certaines choses que tu ne peux pas te permettre d'avoir alimenté, dont le chauffage. Fait que c'était comme passer 2 jours et demi, 3 jours littéralement dans à peu près la même température qu'un réfrigérateur. Il y avait de la nourriture qui gelait. Une des choses que les astronautes avaient, il y avait des saucisses hot dog, là, mais les saucisses hot dog étaient dures, ils commençaient à geler. Puis Fred Hayes a commencé, le pilote du module lunaire, a commencé à développer une infection lunaire parce qu'il ne pouvait pas assez. Puis l'équipage avait mal compris les consignes concernant les vidanges de l'urine. Normalement, il y a un système, mais c'est un système qui est alimenté par le système électrique avec une espèce de pompe qui va envoyer à l'extérieur du module de commande les urines. Là, il ne l'utilisait pas, il urinait dans des sacs, puis il storait ça un peu partout dans la cabine, dans du storage. Là. Fait que ça a été un problème aussi. Il faisait quasiment 6 fois que d'un réfrigérateur, comme je vous disais. Puis une chose aussi, c'est que vu que tu génères de la chaleur, ça fait de la condensation. Il y a la condensation va se déposer sur les parois puis sur les panneaux de contrôle, des choses. Puis si tu te ramassais avec la condensation gelée, c'est comme tu sais, quand les vieux congélateurs qui étaient frostés, tu es obligé de dégeler ton congélateur de temps en temps. C'est un peu le même principe. Là, la condensation s'en va sur les parois puis elle gèle. Puis une des choses que les astronautes ont
réussi d'une façon, mettons, à se débrouiller pour garder un peu de chaleur, c'est que, étant donné que tu n'as pas beaucoup de circulation d'air, tu es en apesanteur, si tu ne bouges pas, il se crée comme une espèce de bulle de chaleur alentour de ton corps jusqu'à temps qu'il y ait un de tes chums qui te bump, puis là, il te sort de ta bulle, là, tu es pris pour... faut pas que tu bouges, il va se reformer une autre bulle. Je me souviens d'avoir vu les entrevues à un moment donné ou d'avoir lu quoi là, de Fred Hayes qui parlait qu'il avait fait ça, il servait de ce principe-là pour essayer de garder une plus de chaleur. Il ne bougeait pas pour garder le bulle de chaleur alentour d'eux autres. Puis, durant les conversations, Jack Swigert a fait remarquer au contrôle à Houston qu'il avait oublié de remplir son rapport d'impôt avant de partir. Mais là, il y a quelqu'un, un joke, qui a fait remarquer, il dit « Ouais, mais c'est parce que tu es en dehors du pays, puis selon la loi fiscale aux États-Unis, tu sais, tu es en dehors du pays, tu as une extension de 60 jours pour remettre ton rapport d'impôt, fait que tu es correct. » Fait que ça, c'est la maison de Jim Lovell avec sa femme Marilyn puis ses enfants. Puis là, c'est sûr qu'en situation de crise comme ça, une des jobs des autres astronautes, c'est d'aller supporter la famille des astronautes qui font partie de l'équipage. Fait que là, tu as Neil Armstrong qui est là, Pete Conrad, Buzz Aldrin, puis ça, c'est Blanche Lovell, la mère de Jim Lovell. Fait que c'est sûr que juste pour eux fournir au niveau technique, puis qu'ils puissent comprendre un peu les conversations, puis les rassurer, bien, les astronautes étaient là en support à la famille pour ça. Fait que, une des choses qu'il faisait aussi, c'est que durant ces missions-là, la NASA installait, je ne sais pas si c'était par une ligne téléphonique ou une ligne dédiée quelconque, mais il installait des petits haut-parleurs qu'il appelait un squawk box. Fait que, comme ça, les familles, surtout les femmes des astronautes, pouvaient suivre le déroulement avec ce petit appareil-là qu'il appelait le squawk box. Une des choses qui se passe aussi, c'est que le niveau de CO2 s'est mis à monter dans la cabine du module lunaire, sauf que le module lunaire, le système de ventilation, n'utilisait pas le même type de filtre pour enlever le dioxyde de carbone que dans le module de commande. Dans le module de commande, c'était des filtres carrés, puis dans le module lunaire, c'était des cylindres, c'était des cartouches rondes cylindriques. Sauf que la quantité de cartouches dans le module lunaire était prévue pour 2 personnes pour 2 jours. Là, tu vas te ramasser avec, tu as besoin de pouvoir filtrer ton air pour 3 personnes pendant 4 jours. À un moment donné, quand tu as tout épuisé tes cartouches rondes, comment tu fais pour rentrer les cartouches carrées qui vont dans le module de commande, dans les trous ronds du module lunaire? Il a fallu trouver une solution. Puis, il y a des ingénieurs à Houston, dont Ed Smiley et Jim Caroline, qui sont les leaders de la division des systèmes d'équipage au centre spatial à Houston. Puis c'est eux autres qui ont mené la fameuse équipe qui a inventé cet appareil-là, qui a pu prendre les cartouches carrées qu'on voit ici, les cartouches de filtre pour le CO2, puis en se servant des tuyaux qui servaient pour les combinaisons. Parce que là, c'est sûr que ta combinaison, tu peux la charcuter comme tu veux parce que tu ne t'en serviras pas pour aller sur la Lune. Fait qu'ils ont ouvert, puis ils ont démanché les affaires puis ils se sont servis, entre autres, des tuyaux qu'il y avait sur... ils se sont servis le couvert d'un plan de vol, des sacs de plastique, puis bien du duct tape pour patenter cet engin-là. Là, on le voit ici, on va le voir en meilleur détail sur la prochaine slide. Fait que là, une fois que les ingénieurs ont fini ça, ils ont présenté ça à Dick Slayton. Il a fait approuver ça par le management de la NASA et du Centre spatial à Houston. Et puis, ils ont retransmis toutes les instructions ligne par ligne. Les astronautes ont pris des notes, ligne par ligne, la procédure d'assemblage de cette chose-là. Une fois fini d'assembler, c'est ce que ça a l'air ici. Puis, ils ont pris les tuyaux, ils ont trouvé une manière de brancher ça sur le système environnemental du module lunaire. C'est ça qui les a sauvés la vie, dans le fond, parce que sans ça, il aurait été empoisonné par le dioxyde de carbone. Puis, une autre chose aussi, là, je n'ai pas de détails plus que ça là-dessus, mais je sais que le problème que je parlais de l'élimination de l'urine, ils ont été capables de se patenter quelque chose aussi là, pour éliminer l'urine. Donc, une fois qu'on est rendu proche de la Terre, à peu près à 2 heures avant de faire la rentrée dans l'atmosphère, là, tu veux te débarrasser du module lunaire parce que tu n'en auras plus besoin, puis le module lunaire va brûler dans l'atmosphère puis aller s'écraser dans l'océan Pacifique. Fait qu'à peu près 2 heures avant, on va larguer le module. Puis là, étant donné que ça lui a servi de canot de sauvetage, c'était le moment pour les astronautes
de faire leurs adieux aux véhicules qu'ils avaient sauvés, dans le fond. Fait que là, je pense que là, c'est l'autre après. Il me semble que j'avais un petit fichier audio. Ouais, c'est peut-être là. Fait que c'est ça. Ça, c'est la séquence. On voit ici, là, première étape, on va larguer le. Non, je pense que ce slide-là n'est pas dans le bon ordre. OK. Ça, c'est la séquence. Première étape, 2 heures avant d'arriver, 2 heures avant de faire la rentrée dans l'atmosphère, on va larguer le module de commande. C'est là que les astronautes vont être capables de visualiser c'est quoi les dommages qui étaient faits par la. Fait que suite à ça, peut-être à peu près, je ne sais pas moins, une demi-heure avant la rentrée, tu vas larguer le vaisseau lunaire. Puis c'est seulement le vaisseau de commande, la partie conique, qui va rentrer dans l'atmosphère puis qui va aller amérer dans l'océan Pacifique. Fait que ça, c'est le largage du module de service, comme je vous disais. Et une chose aussi qu'il faut se rendre compte, c'est que le système de guidage puis le centre de gravité du module de commande n'a jamais été vraiment designé pour être capable d'être piloté sans avoir le module de service qui est attaché en arrière. Fait que Jack Swigert en avait plein les mains pour essayer de stabiliser ça une fois qu'ils ont largué le module de service. Puis une des choses qui avait bien peur, Swigert, c'est que normalement, quand il a fait cette manœuvre-là, il y avait encore Lovell et puis Hayes, ils étaient dans le module lunaire. Swigert est retourné dans le module de commande pour activer la séparation avec le module de service. Mais il y avait encore Lovell et Hayes dans le module lunaire. Puis il y a une des switches que normalement, là, ce que tu veux quand tu vas te séparer, tu veux te séparer du module lunaire, pas du module. Fait que pour être sûr de ne pas se séparer pendant que ses deux collègues étaient encore dans le module lunaire, il avait mis un aide-mémoire pour dire no. Fait que ce switch-là, c'est pas tout de suite qu'on va l'activer. Mes deux chums sont encore dans l'autre véhicule. Fait que ça, c'est ce que les astronautes ont vu une fois qu'ils ont séparé. Effectivement, it's really a mess. Ça, c'est celle-là, ça, c'est une photo que je ne sais pas qui l'a, cette photo-là, mais elle doit valoir une coupe, elle doit valoir 2-3 pièces américains certains parce qu'elle est signée par Jim Lovell et Fred Hayes. Fait que je ne sais pas qui l'a, mais le collectionneur qui a cette photo-là doit être assez chanceux, merci. Donc, c'est là, on va larguer le module lunaire, puis on va se préparer pour la rentrée dans l'atmosphère. Puis, on va dire bye-bye à notre module lunaire qui nous a sauvé la vie. Houston, we'll punch off at 141 plus 30. Okay, Jack, we copy and we concur. Well, Jack Swigert indicating that they plan to jettison the lunar module in about 3 minutes from this time. Odyssey, Houston, we can give you a go if you'll put the logic on momentarily, please. Okay, the 6 logic is on. Okay, just copy that, and you are go for fire alarm. Real fine. Okay, copy that. Farewell, Aquarius, and we thank you. Comme il a dit, farewell Aquarius and we thank you. Puis Fred Hayes avait dit, you've been a good ship. Fait que si on voit un peu la rentrée dans l'atmosphère, là, fait que naturellement, si c'était été à 25 000 milles à l'heure pour sortir de l'atmosphère, quand tu vas revenir, tu vas être à peu près à la même vitesse, à l'entour de 25 000 milles à l'heure. Puis la rentrée de l'atmosphère, puis je vous donnais une idée de la vitesse, une balle de 303, une balle de carabine de 303, c'est à peu près 2000 milles à l'heure. Fait que t'es comme plus que 10 fois plus rapide quand tu rentres. Fait que là, ce qui se passe, c'est que
il y a tellement de pression qui va se bâtir quand tu vas commencer à frapper les hautes couches de l'atmosphère, les molécules d'air, il y a tellement de pression qui va se bâtir en arrière de ton véhicule parce que le bouclier thermique est à l'arrière. Tu rentres de reculons, la tête en bas. Mais là, un peu comme si tu pars, maintenant avec une pelle, puis tu te mets à pousser sur la neige, là, à un moment donné, ça roule en avant. Fait que la pression va se bâtir sur l'atmosphère. Puis il y a tellement de pression que là, la température monte à des températures d'à peu près 5000 degrés Fahrenheit. C'est l'équivalent de prendre une ride dans une torche à acétylène. Il y avait déjà vu un astronaute qui avait décrit la rentrée. C'est comme si tu prenais une ride d'une torche à acétylène. Puis, fait que là, ton bouclier thermique, il est designé pour supporter une certaine température. Sauf que si tu rentres direct, tu risques de dépasser les spécifications techniques puis qui ne supportent pas la chaleur. C'est pour ça que la trajectoire de rentrée est faite un peu comme en montagne russe, comme ça. Puis le corridor d'entrée est de 2 degrés. À partir de 5,2 degrés à partir de l'horizon, ton corridor d'entrée, l'épaisseur du corridor d'entrée est à peu près 2 degrés. Fait que là, si tu vas faire comme 2 fois, puis en tournant ton véhicule, le centre de gravité puis la forme du véhicule était faite que en faisant des rotations durant la descente, tu pouvais quand même avoir un certain contrôle sur ta trajectoire pour arriver le plus proche possible du porte-avions qui va te récupérer. Fait que là, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils ont descendu pendant un certain temps. Là, après ça, ils ont tourné le centre de gravité, sont remontés comme s'ils voulaient sortir de l'atmosphère. Ils ont remonté pendant un bout, puis pendant ce temps-là, tu vas refroidir ton bouclier thermique. Après ça, tu vas redescendre une autre fois. Tu as un autre petit bump. Puis après ça, là, tu vas te mettre à descendre presque vertical pour t'en aller vers l'océan. Puis la précision de ton trajectoire, pour vous donner une idée, là, si on prend la Terre, si on prend un ballon de basketball pour représenter la Terre, puis qu'on prend un ballon de softball pour représenter la Lune, on les place tous les deux à 7,3 mètres un de l'autre. Tu as un système à l'échelle du système Terre-Lune. Tu as comme un modèle à l'échelle du système Terre-Lune. À cette échelle-là, le corridor d'entrée de 2 degrés d'épaisseur, en partant, mettons, de ta balle de softball, puis en t'en allant au-dessus de ton ballon de basketball, c'est comme l'épaisseur d'une feuille de papier. Fait que les calculs, là, puis la précision de guidage, c'est assez phénoménal. Puis il y a un avion, un DC-8 de Air New Zealand, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les astronautes sont arrivés aux petites heures du matin. Il faisait quand même pas mal sombre encore. Le soleil était sur le point de se lever. Fait que les gens qui étaient dans cet avion-là ont un méchant bon show parce qu'ils ont vu le module de commande d'Apollo 13 avec sa traînée d'air ionisé qui traînait en arrière, faire une partie de sa rentrée dans l'atmosphère. Ça va passer dans les journaux à Auckland, en Nouvelle-Zélande, le lendemain. Donc, les astronautes ont ouvert le parachute à peu près à 10 000 pieds au-dessus de la surface de l'océan et puis ils ont améri. C'est drôle, moi, c'est 13h08. Il me semblait que c'était de bonne heure le matin. Mais c'est peut-être 13h08, heure de Houston. Je ne me souviens plus. Anyway. Je sais que ça doit être ça. Ça doit être 13h08 de Houston. Parce que je sais qu'il était à mairie à cette bonne heure le matin. Anyway. Fait que ça, c'était le 17 avril 1970. Donc, comme naturellement, ben là, ils sont récupérés par des hélicoptères de secours de la US Navy. Puis, le vaisseau qui était attitré pour la récupération, c'est le porte-hélicoptère USS Iwo Jima. Fait que là, les plongeurs vont sécuriser le vaisseau de commande, mettre un collet de flottaison alentour, un collier de flottaison. Les astronautes vont sortir de la cabine, ils vont attendre que les hélicoptères arrivent dans des radeaux, puis ils vont être hissés avec un panier de sauvetage. Puis, fait à remarquer aussi, c'est que contrairement à la mission Apollo 11 et puis Apollo 12, où les astronautes, il fallait qu'ils fallait revêtir une espèce de combinaison de protection en cas qu'ils ramènent des microbes de la Lune. À partir d'Apollo 13 jusqu'à Apollo 17, il n'y avait plus besoin d'avoir le fameux combinaison grise. Donc, ils sont hissés de cette manière-là jusque dans l'hélicoptère, ils sont ramenés sur le porte-hélicoptère. Puis, dans le film, on voit une espèce de party de malade dans la salle de contrôle. Regarde, tout le monde était bien content, mais la mission n'était pas finie tant que les astronautes n'étaient pas sur le pont du porte-hélicoptère. Fait que j'en ai vu des images, moi, réelles, puis regarde, une fois qu'ils ont été rendus sur le pont, là, ils ont allumé les cigares, puis
sorti les drapeaux américains, mais jusque-là, là, c'était pas Sand Party comme on voit dans le film. Donc, ils sont sortis, puis on voit que Fred Haise était bien content de respirer l'air du Pacifique. Fait que là, une fois qu'ils ont été rendus, là, on a sorti des cigares, puis des poignées de main, puis j'imagine qu'il y a eu à avoir un méchant party dans les bars environnants avec les gens qui ont travaillé au centre de contrôle ce soir-là. Puis naturellement, la ferveur religieuse étant ce qui était dans ces années-là, l'aumônier du porte-hélicoptère a fait une petite prière. Fait que là, on les a fourni le journaux, on les a permis de faire un appel à leurs épouses, puis le commandant du porte-hélicoptère les a fait un dîner de bienvenue avec un gâteau spécifique pour ça aussi. Après ça, ils les ont rapatriés jusqu'à Hawaii. C'est le président Nixon qui a servi de lift avec Air Force One aux femmes des astronautes qui puissent aller rejoindre, les femmes. Donc, après ça, il y a un debriefing, une enquête, naturellement, pour voir la cause. Puis, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un interrupteur thermique dans un des thermostats, dans le réservoir d'oxygène numéro 2, qui était fabriqué pour être capable de supporter une charge électrique de 28 volts DC. Puis, les systèmes au sol pour être alimentés, parce qu'ils ont fait des tests avant le décollage, puis les systèmes alimentaient le module de service à 65 volts DC. Puis pendant une des opérations, ce thermostat-là était alimenté pendant 65 volts DC pendant 8 heures. Fait qu'au lieu d'ouvrir quand la température s'est mise à monter dans le réservoir pour pouvoir ouvrir le circuit, le circuit était soudé, puis la température a monté quelque chose comme 800 degrés Fahrenheit avant que ça explose. Fait que, normalement, c'est sûr que quand il y a des accidents comme ça, ils font des enquêtes puis ils vont recréer le problème. Fait qu'on voit au sol, on voit ici là, qu'il y a le filage qui alimentait le ventilateur puis le thermostat. L'isolation a fondu, ça a créé un court-circuit, puis ça l'a fait exploser l'oxygène liquide qu'il y avait dans le réservoir. Puis on voit ici, ils ont même recréé tout le fameux panneau qui a été éjecté lors de l'explosion. J'ai essayé de trouver une vidéo, mais j'ai juste des photos de ces tests-là. Ils ont fait des modifications pour les missions subséquentes, là, entre autres, à mettre tout le filage dans du tube en aluminium au lieu d'être à l'air libre. Un paquet de modifications qu'ils ont fait pour le réservoir. Ils ont reçu la médaille Medal of Freedom du président américain, ainsi que tous les contrôleurs au vol. Là, on voit juste les directeurs de vol, mais tous les contrôleurs de la centre de contrôle à Houston ont reçu la médaille Freedom du président américain. Ils ont fait des parties, naturellement, avec le chum astronaute. Il y avait même deux cosmonautes. On voit 2 noms soviétiques ici. Là. Fait qu'il y a même des cosmonautes qui étaient venus les remercier. Ils ont eu différents prix là, des gens qui ont travaillé sur le module lunaire pour les remercier. Puis celle-là est pas pire aussi. C'est la compagnie Grumman qui a reçu un bill de towing. C'est-à-dire la compagnie Rockwell qui a reçu un bill de towing de la compagnie Grumman qui était le fabricant du module lunaire. Rockwell fabriquait le module de commande. Fait que c'est une petite joke. Là. Ils ont reçu un bill de 400 000 $ de towing. Ça, c'est la photo du bill comme tel. Là. Le vaisseau de commande est exposé au Kansas Cosmos Fair. La combinaison de Jim Lovell qui a reporté sa Lune est entreposée au Musée d'art et de l'espace à Washington, D.C. Puis, ses clients et son casque avec sa visière sont exposés au Planétarium Adler à Chicago parce que Jim Lovell reste à Chicago. Le film a remporté 2 Oscars en 1996. Il a été en nomination pour 7, mais faites à remarquer que Tom Hanks n'a pas eu de nomination pour ce film-là. C'est assez spécial. Moi, je trouvais qu'il a fait un bon job. Puis, l'équipage a passé plus de temps en apesanteur parce que toutes les scènes qu'on voit dans la cabine qui sont tournées en apesanteur, ils ont été tournées dans un avion de la NASA qui s'appelait le Vomit Comet. Puis, ça faisait des paraboles. Puis, quand tu arrivais au sommet de la parabole, tu lèves du plancher. Les astronautes ont passé plus de temps à tourner dans le Vomit Comet que n'importe quel des astronautes jusqu'à cette époque-là avait passé pour son entraînement. Fait qu'ils ont fait à peu près au-dessus de 600 paraboles d'à peu près 25 secondes chaque. Fait qu'il doit avoir le cœur sur le bord des lèvres pas mal. Puis, juste en terminant, Jim Lovell a fait une apparition caméo à la fin du film. C'est lui qui joue le rôle du commandant du USS Iwo Jima.
Fait que ça, ce qu'on voit ici, c'est le vrai Jim Lovell. Puis sa femme, Marilyn, est dans les estrades, dans la scène du décollage. Marilyn Lovell est ici, mais juste en arrière d'elle, tu as Catherine Quinlan qui joue son rôle dans le film, mais Marilyn Lovell était dans les estrades. Celui qui joue le rôle de Cy Liebergott, c'est le frère du réalisateur, le frère de Ron Howard, Clint Howard. Et puis c'est la mère de Ron Howard qui joue le rôle de la mère de Lovell dans le film. Jeffrey Kluger, qui était le co-auteur d'un livre sur Apollo 13 avec Jim Lovell, jouait le rôle d'un journaliste aussi dans le film. Et puis, ben, celle-là, je l'ai mis parce que c'était mes deux héros quand j'étais enfant et que je regardais l'émission Apollo. Tu avais Henri Bergeron et Marcel Sicotte à Radio-Canada et puis le prof Lebrun à Télémétropole dans le temps. En fait, le prof Lebrun n'était même pas un scientifique comme tel, c'est un animateur du planétarium d'art. Mais il avait une grande passion pour l'exploration spatiale, puis il avait été engagé par Télémétropole pour faire des commentaires, puis il a toujours fait une bonne job. Il s'est ramassé à faire la météo après ça pendant bien des années. Et voilà. Fait que ça met fin à ma présentation. Je te dis pas pire, je suis comme moi, à peu près 6 minutes en retard. Un gros merci. Un gros merci, Michel. Vraiment, comme d'habitude, tu nous as captivés du début à la fin avec des anecdotes particulières. Rien que toi capable un vrai, on dirait vraiment un inspecteur un inspecteur comme Agatha Christie ou Hercule Poirot qui a quasiment décortiqué toute cette mission-là pour nous faire sortir des anecdotes que bien du monde ne connaît pas. Alors, puis avec humour parfois. Alors, c'était encore super intéressant. On est toujours très attentif quand tu fais tes présentations dans ces sujets-là. Alors, un gros merci. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Oui, Michel. Michel. Mon partage. Regarde, bougez pas, je vais juste arrêter mon partage. Ouais. Non, attends une minute, Michel. Attends une minute. Michel. Oui. Veux-tu mettre l'avant-dernière diapositive avec M. Scott? Oui. C'est beau. Je prends une capture d'écran. Merci. Vas-y, continue. Okay. Là, je vais juste voir si je suis capable de sortir. Ouais. Attention, Michel Burel, Michel Renaud est en train de faire des captures d'écran de toutes tes slides. Il va tout envoyer tes présentations. Est-ce qu'il y en a qui... Michel a fait sa présentation. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à Michel? Oui, Michel, c'est Paul. Quand il était pris dans le module, là, il n'aurait pas pu mettre leur scaphandrier? Le scaphandre? Il y aurait peut-être pu, mais ils ne l'ont pas fait, mais c'est une bonne question. Ouais. Il y aurait peut-être pu. Parce qu'il y avait l'oxygène là-dedans, c'était tout filtré. Oui, mais une chose aussi, c'est qu'à cette époque-là, là, à Apollo 13, là, tu passais peut-être, je ne sais pas moi, si tu as passé 7-8 heures sur la Lune, là, mettons 12 heures maximum. OK? Tu as juste ton 12 heures. Là, que tu t'arranges pour éliminer ton CO2 pendant 4 jours pour 3 personnes. Là, ouais. Tu aurais pu faire un bout avec ça, mais puis de toute façon, quand ils ont commencé à voir qu'il y avait besoin de stock pour bâtir un adaptateur, là, à un moment donné, il faut que tu te serves jusqu'à ce qu'il y ait dans la cabine. Puis les ingénieurs à Houston, ça aussi, c'est une des consignes qu'ils avaient dit. Je ne veux pas que vous preniez rien qui n'est pas dans la cabine. C'est juste du stock qu'ils ont avec eux autres. Ouais. Mais il n'avait pas pris un bout de scaphandre en partie pour faire ça? Oui, c'est ça. Parce que je disais, vu que les scaphandres, là, tu dis, bon, là, on ne s'en servira pas pour aller sur la Lune, c'est sûr qu'on n'y va pas. Fait que là, ils sont mis à charcuter les scaphandres, puis entre autres, les tuyaux qui vont servir à emmener, mettons, ton eau pour le refroidissement du scaphandre ou ton oxygène, des choses comme ça. Ce tuyau-là, tu n'as plus besoin. Fait que là, ils ont enlevé les espèces de tissus qui recouvraient le tuyau. Ils sont servis des tuyaux pour brancher les fils du module de commande dans le module lunaire. As-tu d'autres questions? Une autre question? Oui. Vas-y, Sébastien. Oui, Michel, tu as montré une photo du mont Marilyn. C'est une photo qui ne venait pas d'Apollo 13. Oui. Et dans la photo, je ne sais pas si c'est une erreur de perspective, mais on dirait que le module de commande est plus bas en altitude que le module lunaire. Ah ouais, mais ça dépend de combien bas en altitude. Tu as peut-être une distance de 100 pieds entre les deux. Là, OK. Parce que les deux orbites, comme tu disais, tu as une orbite alentour de 170 000 et l'orbite de retour libre, le Free Return Trajectory. Mais tu ne peux pas être sur cette orbite-là
si tu as l'intention d'allumer, parce qu'il n'y a pas assez de fuel dans ton module lunaire pour partir de cette altitude-là puis descendre sur le sol lunaire. Tu vas allumer ton moteur pendant trop longtemps. C'est pour ça qu'il était sur une trajectoire hybride qui faisait qu'il se ramassait en orbite à peu près 70 000 au-dessus de la surface lunaire. À partir de cette altitude-là, tu as assez de fuel dans ton étage de descente pour pouvoir te rendre. Puis on s'entend que quand tu regardes Apollo 11, quand ils sont arrivés, c'est sûr que là, Armstrong lui a donné, il a peut-être volé pendant un peu plus longtemps pour se trouver un bon spot, mais il n'y avait pas de marge de manœuvre tant que ça au niveau du fuel, parce que le problème, c'est le poids. Fait que tu ne veux pas emmener du poids supplémentaire si tu ne penses pas d'en avoir besoin. Tu comprends ce que je veux dire un peu? Okay. Donc, le module de commande était quand même bas. Oui, mais le module de commande, en tout cas, tu faisais la photo, là. Oui, c'est ça. Les photos qui ont été prises, durant Apollo 13, c'est des photos qui ont été prises à peu près à 170 000 au-dessus de la surface, parce qu'il était sur une trajectoire de full return. Là, la photo qu'on a vue, c'est probablement une autre mission, puis eux autres, ils sont allés sur la Lune. Fait qu'eux autres, ils étaient à 60 000, 70 000. Fait que c'est sûr qu'elle va l'air plus proche, là. Tu comprends? OK. Autre question? Il y a une question sur le chat, je ne sais pas qui l'a posée, là. C'est de quoi est fait la visière des habits d'astronaute pour ne pas exploser dans le vide de l'espace? C'est ma question. C'est du Lexan. Du Lexan? Oui, bien, je ne sais pas si vous avez déjà vu que quand tu vois les astronautes décoller, ils ont un bubble helmet. C'est comme une espèce de casque. Ça ressemble à du plexiglas un peu. C'est pas du plexiglas, c'est du Lexan, mais au look, là, ça ressemble à du plexiglas. C'est comme une bulle qu'ils ont par-dessus le casque. Ça, c'est la partie cirée, c'est la partie pressurisée du saut. OK? Mais quand ils arrivaient sur la Lune, il y avait un autre assemblage de visières qui embarquait par-dessus ça avec différents types de visières. Puis il y a comme une palette, là, il y avait comme une affaire comme tu te ramassais avec une palette de casquettes pour te protéger du soleil. Puis il y avait une des visières que tu glissais par-dessus pour protéger tes yeux des rayons UV. C'est une visière qui est une mince couche d'or. C'est de l'or pur. Là. Une mince couche d'or qui faisait que c'est ça qui filtrait les rayons UV. C'est pour ça que souvent, les astronautes, quand ils voient les photos, c'est comme un miroir, mais gold un peu, là, doré un peu. C'est parce qu'il y a une couche d'or sur la visière. OK. Est-ce qu'il y a une autre question? J'ai une autre question. Moi, Michel, leur mission sur la Lune, c'était quoi? S'il aurait été sur la Lune? Hein? Mission, il était supposé d'atterrir sur un site qui s'appelle From Auro. C'est à peu près, c'est une couple de centaines de kilomètres d'un gros cratère. Là, j'essaie de me rappeler du nom du cratère, mais je ne m'en souviens plus. Mais ce qu'il voulait, c'est qu'il pensait qu'en atterrissant là, tu sais, quand ce gros cratère-là a été formé, là, l'impact a été tellement violent qu'il y a des débris qui ont été éjectés à des centaines de kilomètres de là. OK? Puis, étant donné que c'était un impact bien violent, les géologues pensaient qu'il y aurait eu des débris qui faisaient partie de la croûte originale de la Lune qui aurait été projetée en dehors de cet impact-là. Puis, ils espéraient, en s'en allant au site où il était, de pouvoir ramasser des échantillons qui provenaient de la croûte originale de la Lune. Mm-hmm. OK. Qui a donné des bonnes indications sur l'âge de la Lune, des choses comme ça. Ben oui, merci. Ce qui va être arrivé, c'est que la mission Apollo 14, c'est eux autres qui sont allés sur ce site-là. OK. Autre question? Oui, en fait, c'est pas une question. Michel, tu m'entends bien? Oui. Et le club aussi. Oui. Dimanche, j'ai un ami qui est venu me porter dans une enveloppe, qui a mis ça devant la porte. Il m'a appelé pour la distanciation. Et il dit, j'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant, mais je ne garderai pas ça dans mes archives. Si toi, Michel, t'es intéressé, c'est la Gazette pour la Gazette au complet, là, pour l'atterrissage de Apollo 11. Apollo 11. OK, la Gazette et... C'est sûr que si tu ne le veux pas, je vais le prendre. Et... je te l'ai jeté une pièce. Ah, c'est ça. Pas les bides. Ah, le Montreal Star aussi. All right. Oui, les deux. 3 pièces. Alors, 1 pièce. 15 pièces. si tu es intéressé, je te les donne. Sinon, je les mets dans la bibliothèque du club. Naturellement, oui. Ouais, je vais les prendre si tu veux bien. Merci.
Merci, Michel. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut ajouter quelque chose, une question? Moi, OK. je peux vous dire que mon père, pendant la première descente sur la Lune, a enregistré ça sur ruban, reel to reel. Alors, bon, c'est disponible sur YouTube. Tout ça, maintenant, là, c'est pas, il n'y a rien de spécial. Sauf que, ben, j'ai comme un original. J'ai pu le mettre en MP3. Si ça vous tente, je peux vous transmettre ça à quelque part. Pardon? Ça, c'est des commentaires ça, du prof Lebrun, genre, là? Non, je pense qu'il a enregistré ça sur un poste soit américain ou ben, c'est en anglais. Tout est en anglais. Fait que c'est probablement les commentaires de la télé là, du temps. Peut-être Cronkite, je suppose. Quand il y a eu, je pense que le 30e anniversaire, la compagnie PBS avait fait une série qui s'appelait ils ont retransmis au complet toutes les transmissions en temps réel sans couper. Ça aussi, c'était le fun de regarder ça, là, en noir et blanc, là, dans ces années-là. Là. C'était pas mal le fun avec Wally Shiva. Karim! Ton exemplaire de lait, mon Karim! C'est toi qui l'as bâti. C'est toi qui l'as bâti. Écoute, Patrice, on pourra faire à un moment donné peut-être le mettre des archives du club. Oui, certain. S'il y a de l'intérêt, je peux faire ça. Pas de trouble. OK. Je pense que ça va clore un peu la soirée. Je veux souligner des personnes qui se sont ajoutées durant la présentation. Je vois Yvan Desauniers qui s'est ajouté à nous, Isabelle, et puis Mima Berached aussi qui s'est ajouté, qu'on n'a pas salué au début. Alors, bienvenue encore pour cette présentation. On a encore été nombreux, c'est vraiment le fun. Alors, en conclusion, je fais juste rappeler que la semaine prochaine, c'est notre ami Paul Lemaire qui va nous présenter Astro Generator, qui est un logiciel de préparation de soirée d'observation. Va sûrement être très, très intéressant. Un logiciel gratuit, je crois, Paul, hein? Oui, effectivement. OK, alors, ça va être intéressant de regarder ça. J'ai jeté un coup d'œil rapide, il a l'air assez convivial, alors ça va peut-être être le fun de t'écouter, vous expliquer un peu son fonctionnement. Très simple. Il y a aussi, on avait à l'horaire samedi, le 2 mai, la Journée internationale de l'astronomie. Mais ça a l'air qu'on va la passer confinée, mais je voulais juste le souligner que le 2 mai, c'est la Journée internationale de l'astronomie. Alors, on célébrera de la façon qu'on pourra. J'espère que le ciel le permettra puis qu'on fera de l'observation à place pour souligner cette journée-là. Et le 6 mai, il y aura la présentation de la constellation du mois de mai que je ferai avec plaisir. Et en deuxième partie, ce sera Gilles Brisson qui va nous faire une présentation avec un débat ou une discussion sur un sujet avec, évidemment, toute la perspicacité qu'on y connaît. On va sûrement s'amuser à discuter de son sujet. Sur ce, est-ce qu'il y en a qui ont des messages pour les autres à communiquer avant qu'on quitte? Oui, s'il vous plaît. Oui. Sur la page de l'événement qui est à l'intérieur de notre Facebook privé. Oui. J'ai publié des petits clins d'œil suite à la publication, à la présentation de Michel. Si vous voulez voir ça ou passer des commentaires, c'est là que j'ai publié. OK. Alors, je rappelle que la présentation elle a été enregistrée et qu'elle sera disponible. Là, Abdel va s'occuper de la publier par le lien YouTube sur notre page Facebook membre. Alors, vous pourrez la revoir à ce moment-là. Sur ce, s'il n'y a pas de commentaire particulier de quelqu'un, un message particulier. Un gros merci, Michel. C'est très intéressant. Oui, merci à nouveau. Michel, tu veux dire quelque chose? Non, Denis. Un gros merci, puis je suis bien content de vous avoir vu toute la gang, puis je m'ennuie, puis quand on va être capable de sortir, je vais probablement retourner au club. Là. Je vais m'emmener, ça va faire la guitare, c'est le fun. Ah, tu seras le bienvenu, je te dis, Normand. Hello, oui, Denis. Oui. Juste pour vous dire, c'est ceux qui sont capables de regarder juste en arrière de sur mon côté, là. Oui. On voit une galaxie. Guitare, M100, ça c'est la galaxie M100, j'ai photographié il y a 2 jours. Bon. Je vais la mettre, je peux la publier sur Facebook. J'ai travaillé fort en maudit pour ça, mais c'est pas grave. Tu n'es pas fait arrêter par la police en allant dans l'observatoire, toi? Pas encore. J'ai des connexions avec eux autres. Alors, à tout le monde, bonne semaine, prenez soin de vous, soyez prudents. On se revoit mercredi prochain. Vendredi soir, l'apéro des cataractes, 5 à 7. Hello. Bonsoir tout le monde. Merci. Bye bye. Salut, gang. Merci. Bye.
Bonne soirée.